Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Coast to Coast, le podcast de Tactica. Coast to Coast, la nouvelle émission dans l'audiovisuel francophone qui débriefe l'actualité du basket belge. À mes côtés pour cette 5e émission, Guillaume Zaracas. Guillaume, bonsoir. Bonsoir Augustin. J'aurai le plaisir de vous retrouver toutes les 2 semaines pour débattre, animer et analyser notre passion pour la balle orange. Suivez-nous sur Spotify et YouTube et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux de Tactica ainsi que sur notre groupe Facebook Coast to Coast Podcast pour réagir et poser vos questions. Au sommaire de l'émission du jour, la dernière ligne droite avant les playoffs et les awards qui se profilent. Namur Capital, champion en D1 féminine. Obasoan, défenseur de l'année. Le tirage des Lions pour l'Euro. Nous reviendrons sur la semaine agitée pour le basket belge. Et notre invité du jour est Renaud Geller, un des meilleurs arbitres du championnat et un des arbitres aussi les plus expérimentés. Coast to Coast, clap 5e, c'est dès maintenant. Et nous allons avoir un rapide coup d'œil sur la situation en EuroMillions League à quelques jours du début des playoffs. Guillaume, les playoffs, c'est dans une quinzaine de jours. De certitude, Ostende est bien parti pour un 10e titre consécutif et le Brussels ne participera pas à cette dernière ligne droite vers le titre. Oui, en effet, au cours de ces 2 dernières semaines, ça a continué à batailler ferme dans le milieu du classement, mais il y a certaines tendances qui restent d'actualité. On connaîtra bientôt les affiches pour les playoffs. Ostende aura sans doute l'avantage du terrain tout au long de ces séries. Mons, qui était bien accroché à Ostende, a enchaîné quelques mauvaises surprises et a laissé Ostende prendre une avance confortable. Liège n'est pas encore mathématiquement éliminé de cette course aux playoffs, mais ce sera très compliqué pour les troupes de Bosco, qui effectuent pourtant une belle montée en puissance, continuent de surprendre. Donc, ils peuvent encore y croire, mais il y a malgré tout plus de 3 victoires à aller chercher sur ces derniers matchs. Et qui dit fin de saison régulière dit récompense individuelle, à l'image d'un certain Retin Obasoan, élu meilleur défenseur du championnat tchèque. On connaîtra dans quelques jours les vainqueurs et successeurs de Hans Van Wijn comme meilleur joueur belge et de Sepp Despalier, l'espoir de la défunte saison, entre autres. Alors Guillaume, premièrement, sur qui mises-tu comme MVP de la saison? Je pense qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte pour attribuer à un joueur un tel statut. L'index est assez parlant, c'est cette formule mathématique assez simple qui attribue une note à chaque joueur au terme de la rencontre et qui va prendre en considération son nombre de points, de rebonds, d'assists, tout en tenant compte des tirs manqués, des pertes de balles par exemple. Voilà, cette indication, elle permet de nommer les hommes du match. Maintenant, elle ne prend pas en compte tous les paramètres d'une rencontre. On ne va pas retrouver l'impact défensif, l'attitude de leader sur le terrain ou le fait d'être l'homme dans les moments forts d'une rencontre. Donc, il peut être parlant, mais il n'y a pas que ça à tenir à l'œil. Il est aussi plus compliqué de se distinguer dans l'index et de manière régulière au sein d'un effectif qui est pleinement homogène. Donc, Gillet et Schwartz, qui par exemple sont desservis par ce calcul, font malgré tout pour moi office de joueurs à prendre en compte pour cette récompense individuelle. Quand on voit l'impact qu'ils peuvent avoir des deux côtés du terrain, ils feraient tous les deux de très beaux MVP pour notre championnat. Voilà, on ne peut cependant pas nier l'impressionnant niveau de Mihailovic qui, lui, domine la moyenne à l'index. Voilà, il mériterait également d'être récompensé. Quand on voit sa régularité, son aisance à marquer, je ne sais pas si tu partages mon avis. Ouais, oui, c'est certain que Vladimir Mihailovic a un énorme impact sur le jeu à l'Ostoa. Et le Monténégrin, il a déjà remporté plusieurs fois le titre de meilleur joueur de la semaine. Là, c'est encore lui qui a été élu. Je pense que c'est sa 4e, voire 5e fois. Et c'est ça qui fait qu'il est le meilleur au niveau de l'index cette saison. Mais pour moi, allez, pour sa saison ultra complète, pour son jeu aussi bien offensif que défensif, mon favori, ça reste Loïc Schwartz. Son retour dans le noyau des Belgian Lions, il montre à quel point Loïc revient de loin. Il a également remporté le titre de MVP de la Coupe de Belgique et un titre qui aurait également justement pu être attribué à Pierre-Antoine Gillet dont tu parlais. Et donc, pour moi, comme tu l'as dit, Gillet et Schwartz, ils méritent ce titre. Mais évidemment, Mihailovic d'Alost, Spencer de Mons ou Kriner de Louvain, qui occupent tous les trois le podium au niveau de l'index, ben ils auront leur mot à dire. Et pour ce qui est du cru belge, il y aura le meilleur belge à récompenser et l'espoir de la saison, à savoir un joueur qui est né en 2000 ou après, donc après les années 2000. Difficile de vaincre Vrens Bleyenberg dans ce scrutin, l'Anversois qui espère rejoindre la NBA
en étant drafté dès le premier tour, est clairement le favori. Mais on a évidemment un certain AJ Mitchell qui a prouvé qu'il était la nouvelle pépite du basket belge du haut de ses 18 ans, lui qui a notamment reçu sa première sélection en équipe nationale. Ouais, je partage ton avis, hein. Ces deux joueurs, ils sont au-dessus du lot parmi leur génération. Ils évoluent avec une régularité qui est déjà épatante. Il y a plein de jeunes à mettre en avant dans notre championnat qui se sont révélés cette saison, mais qui ont encore quelques années devant eux pour atteindre un tel niveau. Et de fait, si Bleienberg a en effet le niveau d'un drafté en NBA, je pense que ce prix ne peut pas lui échapper. Ouais, tout à fait. Et en tant que meilleur Belge, si Schwartz et Gillet sont choisis sur le podium du MVP de la saison, moi je pointerais évidemment la belle saison de Tim Lambrecht et Alex Libert avec le Spirou, celle de Johan Jarošević avec Liège et celle de Jonas Delalieu avec Leuven. Et toi, je ne sais pas de ton côté qui tu pointerais. Oui, je pense que les quatre non-ostendais que tu viens de citer sont ceux à mettre en avant. Ils font tous les quatre une très belle saison. Je pense que Lambrecht réalise la meilleure saison parmi ces quatre joueurs. Une moyenne très élevée. Il a énormément de titres d'homme du match. Il a franchi un cap et il a porté le Spirou sur ses épaules plus d'une fois dans le secteur offensif. Voilà, je pense que ce sera quand même difficile de rivaliser avec l'impact de Schwartz et Gillet des deux côtés du terrain. Donc pour un joueur comme lui qui fait une belle saison, il y a encore des progrès à faire pour arriver dans la lignée des deux Lions confirmés. Ouais, tout à fait. Des progrès notamment défensifs encore à retravailler pour Tim Lambrecht. Un coach devra également être récompensé, qui de Djergia pour sa régularité, donc Djergia Ostende, Bosnich de Mons pour le retour de Mons au sommet, Vervaak et la finale malinoise, ou encore Sam Rotsart et son travail avec les jeunes Carolo, se verra honoré par le titre de meilleur coach. Ouais, c'est quatre coachs qui ont fait de l'excellent travail, qui mériteraient tous ce titre. On pourrait éventuellement rajouter Eddie Castells, puisque le niveau de jeu des Louvanistes, il a été très bon cette saison. Malgré la perte de Robertson, il a fallu retravailler avec tout un noyau et ils font du très bon travail. Leur place au classement le prouve. Voilà, comme tu l'as cependant souligné, Mons, comme la saison passée, surprend, joue les premiers rôles, vient bagarrer avec Ostende et c'est pas à ignorer. Et donc, pour son travail efficace depuis son arrivée, mais aussi le nez fin qu'il a pu avoir en changeant une grosse partie de son effectif cette saison, je mettrai à l'honneur Vedran Bosnich. Quand on voit le noyau de cette année, un Durham, un Spencer, et même dans les joueurs de rotation, un jeune comme Indongo, voilà, il fallait pouvoir aller chercher ces gars-là, les introduire directement dans le noyau, créer cette alchimie qu'ils peuvent avoir offensivement, leur faire comprendre les principes défensifs sur lesquels Bosnich insiste. Donc voilà, je trouve qu'il mérite peut-être un petit peu plus que les autres encore. Ouais, pour moi, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Hein. Bosnich, dans la continuité de ce qu'il a construit la saison dernière, il mérite clairement ce titre de meilleur entraîneur de la saison. On verra, ces awards vont arriver dans quelques jours, donc on verra si nos pronostics sont bons ou pas du tout. Et maintenant, on va passer à l'actu du basket belge. Guillaume, la semaine dernière, elle a été agitée hein, pour le basket belge entre trophées, tirage au sort et polémique en D1 féminine. Voici quelques infos qu'on peut donner pêle-mêle. Mais donc, Emma Messman, elle est championne de Russie pour la 6e fois déjà, après avoir remporté également sa 4e Euroleague. C'est indéniable, hein, elle est une des meilleures joueuses du monde. Julie Allemand, en mode MVP, elle a offert la Coupe de France à son club de Montpellier, depuis que Tony Parker a dit qu'elle était la meilleure meneuse d'Europe. En fait, allemand. Elle ne fait que confirmer un constat que beaucoup de Belges avaient déjà pu tirer. Retino Bassoan, on l'a dit, il est certainement le Belgian Lion le plus impressionnant depuis ces derniers mois. Impressionnant en phase offensive, il a été aussi élu meilleur défenseur de la saison en République tchèque après sa superbe saison avec Nymburk. Arrivé il y a quelques mois en Israël, le Bruxellois Maxime Dezeux, lui, ne cesse de faire les gros titres. Le Bruxellois vient de reporter la Balkan League avec l'Hapoel Holon. Ismaël Bako, lui, il a remporté la Coupe de France avec l'Asvel, donc le club de Lyon, le club de Tony Parker. Ces trois Belgian Lions, ils connaissent leur poule pour l'Euro. Au programme de belles affiches, notamment face à l'Ogre espagnol, toujours une magnifique affiche, face à la Russie et face à la Turquie, entre autres. Il y aura aussi, je pense, la Géorgie et la Bulgarie.
Et enfin, une info sur le championnat féminin. Ben, Namur Capital a été élu champion de D1 féminine sur tapis vert. Le Castor Brenne, ben, il finit donc la saison invaincu, mais sans remporter le championnat. Une aberration qui a notamment été causée ben, par le Covid-19, mais qui est due aussi au règlement, il faut le rappeler, signé juste avant les playoffs par les 4 équipes. Et donc, après ces quelques points d'actualité, place à notre invité du jour. Guillaume, c'est une phrase qu'on pourrait dire dans presque tous les sports, sans arbitre, pas de rencontre. On profite donc de ce 5e épisode de Coast to Coast pour donner la parole à Renaud Geller, arbitre expérimenté de notre championnat. Renaud, un tout grand merci d'être avec nous ce soir. Vous venez d'arbitrer un match entre Malines et Ostende et les rencontres, on le sait maintenant, elles ne cessent de s'enchaîner depuis des semaines. Alors, première question, ce rythme effréné pour les joueurs, est-il le même en fait pour les arbitres? Il est doublement le même parce que nous, on ne fait pas que ça, bien entendu. Donc, on doit sacrifier à nos occupations professionnelles, à nos familles, et puis via le basket. Et donc, le rythme de match étant ce qu'il est pour le moment, effectivement, ça demande beaucoup d'investissement. Comme l'a dit Augustin, bon, pas de basket sans arbitre et les fédérations, elles ont dû réaliser des campagnes d'appel pour attirer de nouveaux arbitres dans les compétitions jeunes, provinciales, qui pourraient peut-être devenir par après les arbitres d'un niveau national. Il est vrai que ce n'est pas un rôle facile à prendre, où on est souvent pointé du doigt pour ces décisions plutôt que félicité pour d'autres, dans lequel on doit parfois faire face à des comportements excessifs de joueurs et ou coachs. Et là, je pense peut-être plus à un niveau moindre. Alors, qu'est-ce qu'un arbitre avec votre expérience dirait à ces jeunes qui hésitent ou baissent les bras très tôt pour occuper cette fonction indispensable? D'abord, il va falloir être franc avec eux. C'est qu'effectivement, les temps ne sont pas faciles, surtout pour nous. Et je crains que les confinements et toute cette période très néfaste pour tout le monde ne mettent encore un peu plus de difficultés à trouver un nombre d'arbitres suffisant à la rentrée. Si tant est qu'on puisse recommencer un jour le basket normalement, j'espère quand même qu'en septembre, on sera un petit peu plus loin, mais ce n'est pas encore garanti, loin de là. Donc, au-delà effectivement des attitudes des gens, pour le moment, on vit un contexte compliqué. Et j'espère qu'en route, on ne perdra pas encore plus de monde parce qu'effectivement, les effectifs sont extrêmement réduits et ne cessent de décroître. Je fais partie, je ne sais pas d'où vous êtes vous, mais moi, je suis liégeois. On a eu comme historique d'avoir une province extrêmement forte en termes de nombre d'affiliés, que ce soit de joueurs, que ce soit en termes de clubs, nombre de clubs, nombre d'affiliés, de licenciés, je veux dire, de basket, mais aussi en termes de nombre d'arbitres. On a toujours eu le nombre probablement le plus important, même en Belgique. Et là, ça décroît d'année en année. Et je pense qu'à la rentrée, on va encore subir. Quand je dis la rentrée, c'est suite Covid, quoi. On va encore souffrir davantage. Alors, tout ça mêlé à un contexte qui, en soi, n'est pas déjà favorable pour notre je n'aime pas le terme, mais bon, je vais l'utiliser, corporation, parce que ça fait. C'est incompréhensible, les choses, très facilement. Je pense effectivement qu'on va vivre des temps difficiles. Comment s'en sortir? Ça, je ne sais pas, je ne suis pas responsable de l'arbitrage provincial et encore moins national ou régional. J'ai pas de piste. J'ai pas de piste, mais je pense que se poser la question, c'est un minimum pour essayer de trouver des réponses. Parce qu'évidemment, si on ne se pose même pas la question, on ne peut pas trouver aucune réponse à nos problèmes. Et quand je dis nos problèmes, ce n'est pas le problème de l'arbitrage, c'est vraiment le problème fondamental du basket. Parce que, comme vous l'avez dit, vous avez commencé par ça. Pas d'arbitre, pas de match. Et moi, je le vis en tant que parent. Hein. J'ai aussi des enfants qui jouent au basket. Et les rencontres sont rarement dirigées par des officiels. Donc, voilà, j'en subis les conséquences aussi. Et je serai maintenant jeune, comme j'ai commencé à 15 ans, donc je sais ce que c'est. J'aurai 15 ans aujourd'hui, reprendre l'arbitrage, je ne suis pas sûr que j'aurai le même courage. C'est une problématique criante. Oui, c'est criant. Et effectivement, le contexte est de moins en moins favorable. Voilà, les gens sont de plus en plus crispés, à tort ou à raison, mais ça, chacun vit sa vie au quotidien et puis se défoule sur un parquet ou aux abords d'un parquet. Moi, j'avoue je peux dire déjà maintenant, il y a 30 ans, j'ai commencé il y a 30 ans, c'était quand même, bon, il y avait évidemment des salles plus chaudes que d'autres et ça a toujours existé et ça existera toujours. Et il faut faire avec ça, ce qui nous permet aussi de nous forger un caractère, faut pas croire.
on en a besoin aussi d'être parfois secoué, je ne dis pas physiquement, mais je dis secoué dans nos émotions. Hein, c'est ça que je veux dire, qu'on soit bien clair. Ça nous fait aussi grandir et c'est de ça qu'on a besoin aussi. On a besoin de caractère pour être en arbitrage. Donc, ce n'est pas malsain en soi que de subir une certaine pression. Ce que je pense, c'est qu'effectivement, la pression en 30 années comme ça, je pense qu'elle a évolué. Oui. Elle a évolué, pas forcément positivement. C'est vrai qu'on ressent parfois un climat négatif sur les parquets qui est bien regrettable. Si on se concentre sur les arbitres qui tiennent le coup à l'égal des joueurs, la D1, elle fait de l'œil aux jeunes arbitres qui veulent se voir aller le plus loin possible, mais il y a peu d'élus. Quels critères sont pris en compte lors des évaluations des arbitres faites par les superviseurs afin de déterminer qui est le plus apte à franchir des paliers jusqu'à peut-être diriger une rencontre professionnelle? Alors, je ne sais pas quel est le parcours en amont. Donc, je veux dire, moi, je suis en division 1 depuis 18 ans, donc je peux plus savoir quel est le parcours d'évaluation des arbitres qui arrivent maintenant dans les divisions. J'ai quitté depuis trop longtemps les divisions inférieures. Par contre, je peux vous dire qu'à notre niveau, tout compte. Tout compte, que ce soit ce que nous appelons dans le jargon la mécanique d'arbitrage, c'est-à-dire la technique de placement et de savoir que faire au bon moment. Je veux dire, en termes de placement, en termes d'administration en général, ça compte. La qualité des décisions compte évidemment, mais aussi est-ce qu'on est capable de gérer, parce que ça, la gestion d'une rencontre, c'est des paramètres peut-être moins objectifs, mais qui rentrent en ligne de compte aussi d'une certaine manière. La capacité aussi à gérer, parce qu'on est en équipe de 3, donc il faut savoir travailler en équipe. Et certains sont ce sont de très bons ouvriers, entre guillemets, mais des moins bons leaders, et on a besoin de tout le monde, donc on ne peut pas avoir que des leaders non plus. Donc, tous les paramètres sont pris en compte. Et une fois en D1, est-ce que ce type d'évaluation, est-ce que des tests physiques ou d'autres critères peuvent entraîner une rétrogradation? Bien sûr, nous avons des arbitres qui, cette saison, n'ont pas réussi leur test physique, théorique, et n'arbitrent pas depuis le début de saison. Donc, effectivement, ce sont des préoccupations de nos dirigeants. Donc, le physique est en ordre. La théorie doit l'être parce qu'effectivement, nous sommes là pour faire respecter des règles. Donc, on doit être, nous, au fait de l'actualité. On ne peut pas ne pas connaître les règles. C'est notre boulot. D'autant qu'il ne faut pas espérer d'un coach ou d'un joueur même professionnel de les connaître eux-mêmes. Donc, ça, j'ai renoncé depuis longtemps. Ce n'est pas leur job. Leur job, c'est de gagner un match, quelles que soient les circonstances. Ça, c'est leur objectif. Nous, notre objectif, c'est de faire respecter un règlement avec les paramètres qui nous sont donnés dans cette rencontre. Le lendemain, c'est différent parce que ce sont d'autres paramètres, d'autres équipes, d'autres façons de jouer et compagnie. Mais on a quand même un règlement à faire respecter. J'ai depuis longtemps renoncé à l'idée de faire l'unanimité sur les règles, de dire qu'en face de moi, les gens, même professionnels, les connaissent. Elles sont trop complexes et ça ne les intéresse pas de toute façon. C'est pas leur préoccupation. Voilà. Donc, voilà, on a des objectifs très, très différents. Sauf qu'au bout du compte, moi, je suis très heureux quand le meilleur du jour a gagné, quoi. Peu importe qu'il porte un maillot vert, rouge, bleu, enfin, peu importe. Et quel que soit son palmarès antérieur, je suis très content quand une équipe que j'ai dirigée remporte méritoirement une rencontre. Et puis voilà. Méritoirement compte tenu des règles en vigueur. Voilà. Oui, tout à fait. Voilà. Et justement, on parle ici des règles, mais il y a aussi l'utilisation de la vidéo. En football, on le sait, le VAR ne cesse d'alimenter les débats depuis qu'il a été introduit ces dernières années. L'utilisation de la vidéo existe évidemment depuis bien longtemps en basketball, mais était irrégulière en Belgique. Elle dépendait des retransmissions de télé par le passé. Maintenant, on dispose de l'outil permettant de porter un second regard sur une phase litigieuse. Est-ce qu'on peut dire que c'est une aide ou alors est-ce que c'est un handicap car certains angles viennent à manquer ou alors ça peut être les deux, mais un outil qui reste à perfectionner? Non, ça reste avec l'outil dont on dispose malheureusement est extrêmement, je ne sais pas si perfectible, voilà, j'allais dire un autre mot, mais perfectible, clairement. Enfin, moi, j'ai connu 15 ans, 12 saisons d'Euroleague où là, effectivement, on a 16 caméras avec des angles de vue incroyables, des ralentis absolument imprenables. Enfin, c'est au détail près qu'on voit les choses et il ne faut pas comparer le système qu'on a aujourd'hui à notre disposition. Ça n'a rien à voir. On est à des milliers d'années de cela.
Mais peu importe, je ne dirais jamais que ce n'est pas un outil à ne pas utiliser. Non, c'est un plus, c'est une plus-value énorme. Parce qu'effectivement, quand on a la chance, même si ça n'arrive qu'une fois de temps en temps, d'avoir l'image correcte et de prendre la bonne décision, c'est ce qui compte. C'est ce qui compte. On est tous à la requête de la meilleure des décisions dans l'intérêt d'un match. Voilà, donc si la vidéo passe à côté 3 fois et que la 4e fois, ça nous sauve quand même une décision, ben on a sauvé ça et c'est très bien. Donc, non, je pense que c'est un outil dans le sport moderne indispensable et que l'outil qu'on nous met à nos dispositions, ben, je ne sais pas, c'est les moyens et que la Ligue, enfin, je ne sais pas comment c'est produit et c'est largement perfectible, mais je ne renoncerai pas à l'utiliser parce que c'est perfectible. Non, au contraire. Au contraire, je continuerai à l'utiliser. Et puis, si je ne vois pas, je ne vois pas. Si les images ne mettent pas, elles ne mettent pas. Mais au moins, on aura fait en sorte d'essayer d'obtenir la meilleure des décisions dans les cas permis. Parce que ça aussi, il faut rester dans le cadre des règles. On ne peut pas aller voir tout et n'importe quoi, tout à n'importe quel moment. On a des règles qui imposent que ce soit en fonction du temps et en fonction de la situation, on puisse ou non aller visualiser. Donc, il faut rester dans le cadre des règles. Si les règles changent, ben, OK, on s'adaptera, mais il faut rester dans le cadre des réglementaires. À partir de ce moment-là, il ne faut pas rechigner, effectivement, y aller. Je n'irai pas vous consulter systématiquement, évidemment, si nous sommes sur nos décisions, on est quand même des gens décisifs, normalement. On doit aussi prendre nos responsabilités, on est payé pour ça. Et on a quand même aussi des connaissances en basket. Donc, on ne doit pas aller scruter tout le moins de détails, même si c'est dans les règles. Donc, on doit y aller uniquement quand on a un doute raisonnable et qu'on peut avoir une solution par la vidéo. Pardon. Voilà, dans ce cadre-là, effectivement, moi, je n'hésite pas à y aller, ou bien même plus psychologiquement, parfois, quand il faut décider de l'issue d'un match, même sur une situation qui pourrait paraître très claire comme ça, bah, c'est bien de dire, bah, écoutez, voilà, vous avez perdu d'un point, mais c'est très clair, c'est manifeste. Le tir est parti dans le temps, regardez, la vidéo est claire. Comme ça, il n'y a pas de discussion possible, il n'y a pas de surenchère qu'on peut éviter facilement. Donc, ça plus de la gestion. Voilà, pour sauver l'issue du match et d'atterrir plus ou moins sereinement. La NBA, elle a changé justement un petit peu ce cadre. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Elle offre, donc la NBA, okay. Elle offre au coach la possibilité de challenger une décision arbitrale par rencontre. Donc voilà, le coach peut à un moment dire voilà, cette décision-là, j'ai un doute, est-ce que vous voulez bien y revoir la vidéo? Bon, bien que rien n'assure que ce fonctionnement verra le jour en Europe, comment est-ce que vous vous positionneriez face à une telle révolution? Ce ne serait pas une révolution. D'abord, il faut se dire que nous avons toujours 3 guerres de retard sur la NBA. Alors, je vous dis, je ne suis pas fan de l'NBA, je ne la suis pas, mais j'ai quand même vécu beaucoup d'évolutions dans l'arbitrage, puisqu'on est passé il y a déjà, il y a combien de temps il y a 18 ans d'ici à l'arbitrage à 3 en Division 1, et ça existait 10 ans avant en NBA. Moi, alors que j'ai vu les premiers matchs de Jordan que je regardais à la télévision, l'arbitrage était en NBA à 2 aussi, mais ils ont anticipé les joueurs qui vont plus vite, les tactiques différentes, etc. Ils ont mis un 3e arbitre et ils expérimentent de temps en temps, pas de temps en temps, depuis 1 ou 2 étés, ils expérimentent même l'arbitrage à 4. Donc, c'est pour vous dire qu'ils ont des longueurs d'avance, ils ont inventé ce sport et je pense qu'ils le maîtrisent et ils veulent, ils le maîtrisent mieux que nous. Donc, par exemple, quand je parlais tout à l'heure de jargon, de la mécanique d'arbitrage, donc c'est ce qui est à 3, etc. Ben, quand ça a été implémenté en Europe et en FIBA de manière générale, donc dans le monde, à l'exception de la NBA, on a repris cet arbitrage à 3 en le modélisant différemment. Il fallait faire différemment. Mais je ne sais pas pourquoi les têtes pensantes de la FIBA ont fait différemment. C'était juste pour dire on veut faire mieux qu'eux, mais désormais, ça fait chaque année, on a des adaptations, que ce soit nos règles de notre mécanique, qui vont dans le sens de la NBA. Et donc, petit à petit, nous aurons le même corps de règles et le même mécanique d'arbitrage. Parce qu'effectivement, ça fait sens. Ça fait sens. Ils sont bien plus loin que nous dans l'analyse et dans l'implémentation des bonnes choses à faire pour qu'on arbitre mieux. Donc, ne disons pas trop tôt, ça ne viendra pas chez nous. Je pense que tout ce qu'ils font, ils le font avec bien de l'avance et ça vient progressivement chez nous. Quand je prends un autre exemple, l'arc de cercle,
l'arc de cercle, il est venu très tardivement chez nous. Il existait déjà chez eux depuis bien longtemps. Mais de nouveau, on a implémenté une partie de la règle au départ pour la transformer un peu. Et progressivement, on est arrivé à la même règle qu'eux. Mais ça a demandé 4, 5, 6 changements de règles pour nous. Et c'est ça qui est incompréhensible. On essaie toujours de faire soi-disant différemment pour faire soi-disant mieux. Et en définitive, on s'adapte parce qu'ils adoptent dès le départ une philosophie qui est beaucoup plus propice à avoir des matchs spectaculaires, attrayants et compagnie. Mais moi, je ne suis pas fan de NBA, au contraire, je ne la regarde pas. Donc, mais bon, je remarque par contre, par rapport à notre job, que c'est vers ça toujours qu'on tend. Que ce soit au niveau des règles, que ce soit au niveau du placement, c'est toujours. Je peux en parler des heures hein, sur le placement des arbitres. Je peux en parler des heures. Et par exemple, on devait arbitrer inside out. Donc, on devait être à l'intérieur pour arbitrer vers l'extérieur. Vous ne comprenez pas ce que je dis. Les arbitres qui nous écouteront un jour comprendront certainement ce que je dis. Encore pas les nouveaux. Mais désormais, depuis des années, la NBA fait l'inverse. Elle a toujours fait l'inverse. Outside in. Et maintenant, on nous dit, depuis quelques années, on doit faire outside in. Mais voilà, moi, j'ai été éduqué pendant 25 ans à devoir faire inside out. Alors que c'est complètement aberrant. Mais ça paraissait mieux pour faire différemment, pour se distinguer des Américains. Mais non, on en revient et on applique comme ils font. Donc, ils sont plus loin. Eux, autrement dit aussi, ils n'ont pas d'arbitrage réflexe comme nous. Il n'y a jamais une faute disqualifiante ou une faute antisportive qui est sifflée directement. Ils sifflent une faute normale et ils vont voir la vidéo. Toujours, les flagrant 1, flagrant 2, ils vont voir la vidéo. Nous, on est obligé de décider d'abord sur le terrain, de savoir si c'est une antisportive ou pas. On doit d'abord se mouiller. Bon, alors après, je trouve qu'on est payé pour ça aussi, et pour avoir non seulement du cran, mais aussi de la connaissance et de savoir décider. On est payé pour ça, d'accord. Mais eux, ils ont résolu le problème depuis bien longtemps. On enlève cette pression éventuelle d'une mauvaise décision trop impulsive, on va dire, parce que toutes les fautes sont normales, et puis on va voir la vidéo. Mais on va arriver à ça. On va arriver à ça. C'est progressif. On vient de parler de la NBA. On va peut-être revenir un peu dans le championnat belge. Dans ce championnat à 10 équipes, vous, les arbitres, vous finissez par bien connaître tous les joueurs, et cela peut aussi se ressentir dans les échanges que vous pouvez avoir avec certains sur le terrain. Est-ce que cette proximité, elle peut faciliter votre rôle? Non, clairement non. Clairement non. Il est beaucoup plus stressant éventuellement, enfin bon, on assume peut-être beaucoup plus de responsabilités quand on a une carrière en Euroleague ou quelque chose comme ça, par exemple, pour prendre le top européen. Mais aller arbitrer, je ne sais pas moi, le Real, une fois, c'est vrai que c'est impressionnant, mais on ne le fait qu'une fois tous les X mois. Donc, si on a des situations un peu compliquées et compagnie, l'attention ne va pas se rejaillir dans les 15 jours qui viennent. Nous, ici, on est obligé pour le moment d'arbitrer vu les circonstances. Et puis aussi, on a des problèmes Covid qui existent dans la population, donc forcément dans les arbitres aussi. Donc, on est un peu moins que les disponibilités habituelles. Donc, on arbitre de plus en plus les mêmes équipes et tout le temps, qui se rencontrent évidemment 4 ou 5 ou 6 fois la saison. Sinon, se rencontrer trop, c'est pas bon dans nos métiers. En dehors, c'est sympa. on peut évidemment se taper une causette, c'est sympa, mais sur le terrain, non, c'est pas bon. C'est pas bon. Parce que ça génère, je suis désolé, on reste quand même une certaine forme d'autorité qui n'est pas toujours facile, c'est pas un rôle toujours facile à gérer, qui est toujours mal perçu, c'est clair, mais qui s'accommode mal de familiarité aussi. Hein, donc, moi, je n'ai pas trop de difficultés à entrer en dialogue avec les gens, mais quand un gamin de 18 ans me tutoie ou presque m'insulte, moi, il y a 18 ans, il n'était pas né, j'étais déjà en division 1. Donc, il y a un moment donné où ça ne peut pas. Et donc, ça se génère par peut-être trop de proximité, trop de fois on se rencontre, trop de fois on. Voilà. C'est comme ça. Mais dans la compétition qu'on a, évidemment, on ne peut pas faire autrement. C'est très compliqué. Vous parliez tantôt du fait d'arbitrer à 3. Il y a peu d'échanges possibles sur le terrain. Au final, les moments où vous vous retrouvez à 3, c'est presque que lors des temps morts. Alors, qu'est-ce qui peut se dire à ces quelques secondes que vous avez là? Est-ce que vous revenez sur des moments du match Alors, je vais peut-être vous surprendre, mais on communique beaucoup entre nous déjà par les yeux. On se regarde énormément, dans une équipe qui fonctionne, parce qu'il y a aussi des trios qui fonctionnent moins bien. Et
Et je ne dis pas que tous mes trios fonctionnent bien. Au contraire, il y a des fois qu'on trébuche. Donc, j'ai de la pierre à personne. Donc, on est censé communiquer déjà beaucoup par les yeux. Donc, savoir où on est, savoir si ça va, parce qu'on est des humains. Donc, on aime bien savoir si on est dedans ou déjà par les yeux, ça transpire. Puis, c'est encourageant parfois d'avoir un clin d'œil, d'avoir dit OK, bien joué. Enfin, bien joué, peut-être pas bien joué, mais bien décidé, quoi. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Et donc, on communique déjà comme ça, pratiquement de manière permanente. Maintenant, entre nous, c'est vrai que se parler, on parle beaucoup avant le match. On parle évidemment au temps mort. On parle à la mi-temps. On parle après le match, on débrief. Tout ça, c'est un contexte. De quoi est-ce qu'on parle? Mais je pense qu'on parle d'abord de ce qui va bien, parce que c'est toujours un encouragement. Ensuite, de ce qu'on doit corriger. Absolument, quand on le détecte, parce que parfois on ne le détecte pas toujours, on sent que ça ne tourne pas spécialement rond, mais on n'arrive pas à identifier toujours pourquoi. C'est comme ça, il y a quelque chose qui nous échappe. Et parfois c'est beaucoup plus clair et on sait dire, tiens, là on a loupé ça, on doit améliorer ceci, être plus vigilant sur ça, être peut-être plus actif sur l'une ou l'autre situation, mieux se positionner ou plus dialoguer ou plus ça. Bon, voilà. On s'encourage beaucoup. Et surtout, on essaie de ne pas oublier comment on reprend le jeu. Donc, la première chose qu'on se dit quand on a un temps mort, c'est dire, voilà, il s'est passé ça, on reprendra comme ça. Parce que la minute passe et parfois, ici, c'est peut-être moins le cas de le dire, mais quand les salles sont bien pleines et que les enjeux commencent à devenir importants, on est parfois un peu plus sous pression et parti dans un trip à analyser notre dernière situation et voir comment on peut faire mieux, etc. Et puis, on oublie un peu ce qu'on était en train de faire juste avant et donc comment on doit reprendre après. Ça, c'est très, très embêtant, surtout s'il faut shotter des lancers francs par un mauvais joueur. Enfin, vous voyez le contexte, ça peut être très, très désagréable. Et puis, par contre, en termes de communication, parce que c'était un peu le sens de votre question, on a quand même cet inconvénient majeur, c'est qu'on a un siffleur bouche de manière permanente. Donc, c'est un peu compliqué durant les situations. D'abord, le basket, c'est pas un jeu qui se prête à beaucoup dialoguer, c'est un jeu d'action qui se joue dans un temps très limité. C'est d'ailleurs mes règles préférées dans le basket, et c'est pour ça que j'adore ce sport. C'est qu'il y a des règles de temps très strictes qui obligent justement à aller vers l'avant. Ça, j'adore ça. Mais donc, nous, pareillement, on a le siffleur bouche. Les actions sont courtes. Il est très difficile, si le ballon n'est pas mort, donc le jeu n'est pas à l'arrêt, c'est très difficile de communiquer. Donc, on peut communiquer aussi par des gestes éventuellement, mais communiquer par la parole, ça nous est presque impossible quand le jeu se développe. Ce qui n'est pas le cas au foot, etc. Ok, mais c'est pas du tout le même sport. Merci Renaud pour toutes vos réponses. On arrive à la fin de l'émission et c'est donc l'occasion de passer à notre séquence habituelle dans Coast to Coast. On vous a préparé quelques dilemmes. Donc, comme Guillaume l'a dit en préambule, vous avez droit à un joker. N'hésitez pas à... Un joker. N'hésitez pas à commenter votre choix. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Je vous écoute. Arbitrer en Belgique ou arbitrer en Europe? C'est fini, mais Europe. Un nouveau titre de meilleur arbitre belge ou arbitrer à l'Euro féminin cet été? L'Europe, c'est fini, donc arbitre belge. Un match le week-end ou un match en semaine? Je n'ai pas de joker, là, peu importe. Un match, c'est un match. Moi, je suis un petit soldat. Je vais là où je suis convoqué. Matin, midi, soir. Enfin, pour autant, évidemment, que mon emploi du temps se le permette. Et non, je n'ai pas de préférence. L'utilisation de la vidéo à tous les matchs, on en a déjà parlé, ou alors l'utilisation de la vidéo pour des rencontres importantes de play-off ou de coupe? Tous les matchs. Et une dernière, Euromillions League ou Benelux? Euromillions League. Merci beaucoup, Renaud Geller, pour votre participation et toutes vos réponses. On vous souhaite une bonne soirée et évidemment une bonne fin de saison. Merci pour votre invitation, c'est avec plaisir. À bientôt. Coast to Coast se termine ici, une 5e émission qui aura fait la part belle à l'arbitrage en Belgique. Vous pourrez la réécouter sur les réseaux sociaux de Tactica ainsi que sur Spotify et YouTube. Je tenais à remercier à nouveau Renaud Geller de nous avoir éclairé sur le rôle de l'arbitre dans le basket. Et c'est avec joie que j'ai pris part à cette émission Coast to Coast en compagnie de Guillaume Saracas. Merci à toi. On se retrouve toutes les 2 semaines pour de nouvelles aventures sur le basketball. Ciao!